Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Toujours sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Ce matin, on va aller aux États-Unis pour revenir. Tu n'étais pas trop intéressé à l'affaire de la Syrie, là, hein? On dirait que ça ne t'intéresse pas trop. Non, je suis intéressé, mais juste que pour le moment, on attend de voir, à mon avis. Hein. On attend de voir ce que les nouvelles autorités vont démontrer, parce que pour moi, la Syrie, quand on regarde les ingrédients, c'est presque du déjà vu, c'est du réchauffé, tout cuit. Maintenant, genre la Libye, un remake de la Libye. Un remake de la Libye, c'est vraiment, la Libye et l'Irak sont les parfaits exemples de ce qui se passe en Syrie. Donc maintenant, ce que les nouvelles autorités essayent de faire, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça ne ressemble ni à la Libye, ni à l'Irak. Pourquoi? Parce que derrière, ce sont les mêmes acteurs à peu près que l'on retrouve. On retrouve les États-Unis d'abord, Israël, même si Israël n'a rien à voir dans la chute de l'Irak et de la Libye, mais on retrouve les États-Unis qui sont omniprésents dans cette affaire. Et puis la deuxième, c'est ces deux autres acteurs que l'on a, un acteur qui est connu, mais qu'on pense avoir, je dirais trois autres acteurs que l'on croit avoir affaiblis, mais dont on verra, à mon sens, qu'il est trop tôt d'affirmer s'ils ont été véritablement affaiblis. Ils ont subi un revers, certes, mais de là à dire que ce sont des pays qui voient leur influence diminuer ou leur capacité sur le terrain ou dans la région amoindrie, là, ça reste à démontrer, ça reste à voir. Je pense particulièrement à la Russie et à l'Iran, qui étaient les soutiens de Bachar al-Assad. Et quand on regarde déjà la rapidité avec laquelle ces groupes rebelles-là ont conquis l'ensemble du pays en moins de 2 semaines, et la rapidité avec laquelle aussi Bachar al-Assad a été exfiltré de Syrie et il se retrouve certainement à Moscou, hein, même si les Russes n'ont pas encore officiellement reconnu que Bachar al-Assad et sa famille se retrouvent là-bas. Mais on voit bien que tout ça a été fait derrière. Il y a dû avoir un accord entre les Iraniens, les Russes et les Turcs. De l'autre côté, on a évidemment les Américains et les Qatars. Et les Qatariens ou les Qataris qui soutiennent par l'entremise de la Turquie un certain nombre de groupes là. Mais étant donné, pour ceux qui ont suivi mon passage je crois, j'avais déjà parlé de ça ici, pour dire que pour l'instant, là où moi je ne suis absolument pas encore rassuré, voilà, c'est que il faut bien comprendre que Tahrir al-Sham, qui est le groupuscule, qui est un groupuscule djihadiste, terroriste, parce qu'il faut savoir que par exemple le meurtrier de Samuel Paty il y a 1 an, après avoir décapité l'enseignant français, il a donné un coup de filet, il a appelé un proche du patron de Tahrir al-Sham. Donc c'est véritablement un groupe djihadiste terroriste. Même si on veut faire croire maintenant qu'on parle maintenant de djihadistes modérés. Moi, je ne connais pas de djihadistes modérés, ça ne veut absolument rien dire. Donc, on voit que c'est purement et simplement des effets de langage. Maintenant, il faut savoir qu'à l'intérieur de la Syrie actuellement, vous avez les anciens de l'État islamique, les anciens d'Al-Qaïda, vous avez les groupes kurdes qui veulent l'indépendance de la partie kurde de Syrie. Vous avez les pro-turcs qui sont soutenus par Ankara et qui veulent justement empêcher que ces pro-kurdes-là se mettent en place. Vous avez les fractions qui sont liées aux sunnites, aux druzes, aux alaouites. Vous avez aussi les chrétiens qui sont là. Donc bref, on a toute une myriade d'acteurs, à la fois civils et militaires, pour lesquels, certes, il y avait, si on sort peut-être les alaouites, les druzes, qui étaient alliés avec les chiites de Bachar al-Assad et quelques sunnites, mais le gros de la population syrienne qui est sunnite, qui n'avait que comme seul dénominateur commun le départ de Bachar al-Assad. Maintenant que celui-ci est parti, moi j'attends voir comment est-ce que les choses vont se faire. Ce n'est pas sur le court terme, ce n'est pas sur les 2, 3 mois, 1 an. Non, on va voir comment est-ce que ce processus va tenir sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que pour moi, les ingrédients qu'on a en Syrie ne sont absolument pas différents des ingrédients qu'on a en Irak, ne sont absolument pas différents des ingrédients
que l'on a en Libye. Donc, je suis désolé, les mêmes ingrédients, vous mettez dans les mêmes conditions, en chimie on appelle les mêmes conditions de température et de pression, ben on aura les mêmes résultats. Maintenant, moi j'attends voir les résultats contraires. Voilà pourquoi je n'en parle pas trop en réalité. Parce que pour moi, c'est du déjà vu. D'accord, donc on va aux États-Unis. Oui, on va aux États-Unis pour parler de Brian Thompson. Brian Thompson, c'était le PDG de United Healthcare, qui est le plus gros assureur privé de santé aux États-Unis. Alors, on ne va pas revenir sur son meurtre. Il a été tué le 4 décembre dernier, aux alentours de 7h, heure locale à New York, alors qu'il se rendait à une réunion dans un luxueux hôtel new-yorkais. Mais ce qui s'est passé, c'est que le meurtrier, qui a été rattrapé au bout de 2 semaines, qui s'appelle Luigi Mangione, fait l'objet d'une espèce d'un objet de soutien de la part de dizaines, voire de centaines de milliers d'Américains. Lorsque celui-ci a été officiellement arrêté et reconnu comme étant l'auteur présumé, il n'a pas encore été passé en jugement, donc il reste encore présumé innocent, mais lorsqu'il a été présenté comme étant l'auteur de cet assassinat, eh ben, on a vu ressurgir un certain nombre de commentaires que je trouvais assez étranges. Des commentaires, on a vu des milliers d'Américains soutenir Luigi Mangione en expliquant que, en réalité, ce qu'il a fait, il a fait pour tous les Américains parce que United Healthcare vraiment fait souffrir ses assurés. United Healthcare, évidemment, on a en fait condamné le manque, enfin on a mis en avant le manque d'empathie de la part des assureurs santé aux États-Unis. Et donc moi, ça m'a poussé à m'interroger sur ça. Bon, j'y m'étais déjà interrogé un peu il y a 5-6 ans. Mais à cause de l'Obamacare. À cause de l'Obamacare, mais évidemment, là aussi, on va en parler un peu. Moi, je pensais sincèrement que l'Obamacare, même si ça n'avait pas révolutionné la prise en charge des Américains sur le plan médical, mais au moins, ça avait permis à soulager une grande partie, notamment ceux qui étaient totalement exclus de tous les systèmes de santé possibles. Il faut savoir qu'avant l'Obamacare, il y avait 2 systèmes. Tu as le système majoritaire qui est le système d'assurance santé. Il y avait un petit système d'assurance publique, ce qu'on appelle l'assurance fédérale, mais elle était réservée exclusivement aux militaires, aux anciens fonctionnaires fédéraux donc les fonctionnaires fédéraux, c'était surtout les enseignants, ceux qui étaient dans la santé, etc., ceux qui travaillaient dans les cabinets, et puis une petite partie, vraiment une infime partie, à ceux qui sont extrêmement pauvres, c'est-à-dire ceux dont le niveau de revenu est entre 100 et 400% moins en deçà du niveau de pauvreté nationale aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une ultra minorité des gens qui étaient quand même un peu pris en charge par ce système d'assurance santé publique là. Et donc, mais donc, l'Obamacare n'a fait que ramener une petite portion, environ 24 ou 25 millions, hein, c'est selon les instituts, les centres d'études, 24 ou 25 millions d'autres Américains qui ont pu bénéficier d'une certaine de cette couverture. Or, moi, je pensais aussi, à tort, que l'Obamacare aussi, en quelque sorte, est venu remettre un équilibre au niveau du marché de l'assurance santé aux États-Unis. Enfin, marché, je dirais plutôt marché de la sécurité sociale, marché de la santé, entre l'acteur public qu'est l'État fédéral à travers l'Obamacare et les acteurs privés que sont les compagnies d'assurance santé. Il n'en est rien. L'Obamacare, tout au plus, comme je l'ai dit, n'a fait que ramener une portion supplémentaire d'Américains qui n'avaient droit à aucun système d'assurance santé. Mais il faut savoir que l'Obamacare est, en plus, si tu veux, quand les gens bénéficient du remboursement de soins de santé, ils sont assurés auprès de compagnies privées. Donc l'Obamacare ne permet que de forcer les compagnies privées à prendre les cas normalement qu'elles refuseraient. Parce qu'il faut savoir que les compagnies privées aux États-Unis, on allait loin, c'est même plus un individu qui décide si oui ou non tel soin te sera administré. Ce sont maintenant des algorithmes qui calculent. C'est-à-dire que quand on vous exige, et c'est le reproche qu'on a fait principalement à United Healthcare, c'est-à-dire qu'ils avaient sorti depuis 2013, ils ont alourdi les procédures en exigeant qu'avant
que vous ne bénéficiez d'un soin de santé, vous puissiez avoir une autorisation préalable. Bon, je le vois aussi ici, dans certains de nos assureurs privés, c'est-à-dire que vous allez voir un médecin, il vous consulte, il vous donne une certaine série d'examens à faire et un traitement, mais avant d'aller faire ces examens-là ou avant d'aller acheter les médicaments en question, vous repartez chez l'assureur. C'est l'assureur qui va vous dire si oui ou non il va couvrir ces examens-là et ces médicaments-là. Et il faut savoir que United Healthcare rejette à peu près un tiers des demandes de remboursement de médicaments, de prise en charge. C'est pas un être humain. Oui, mais le problème, c'est que derrière, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Et donc, ça fait que, évidemment, beaucoup d'Américains, ils le disent, je l'ai retrouvé, beaucoup de témoignages qui disent, par exemple, qu'en général, quand ils tombent malades, la plus grande peur qu'ils ont quand ils vont à l'hôpital, c'est de savoir s'ils pourront être remboursés ou pas. S'ils ne sont pas remboursés, c'est catastrophique. De plus en plus d'Américains aujourd'hui sont obligés de s'endetter pour pouvoir payer des soins. Il n'est pas souvent étonnant de voir des gens vendre leur voiture ou parfois même leur maison parce qu'ils veulent se soigner. Il faut savoir que le taux d'endettement des familles américaines a augmenté de 40%, soit environ à peu près entre 60 et 70 000 $. Et il faut savoir que dans les 12% de ces familles-là, l'essentiel de l'augmentation de leur endettement vient des soins de santé parce que les soins de santé ont été refusés par des compagnies d'assurance qu'ils sont obligés de s'endetter ailleurs. Mais si les compagnies d'assurance n'avaient pas les moyens de rembourser les soins de santé, eh ben, les Américains comprendraient mieux. Or, lorsque vous regardez United Healthcare, qui est le plus gros assureur des États-Unis, il faut savoir que c'est 330 millions d'habitants à peu près. Il y en a 216 millions qui sont couverts par des assurances santé. Et sur ces 216, United Healthcare est loin devant. Il couvre à peu près 51 millions d'Américains. Il faut savoir que c'est une compagnie cotée à la bourse de New York et sa valeur boursière est de 550 milliards de $. Pour l'année 2023, elle a eu un bénéfice net de 16 milliards et demi de $. Et son PDG, Brian Thompson, qui vient d'être assassiné en 2010, avait reçu une prime d'année, une prime annuelle exceptionnelle de 10 millions de $. Ça veut donc dire que c'est une compagnie qui a des ressources et qui a la capacité de rembourser ses clients. Selon les Américains, quand on voit les chiffres de United Healthcare, c'est une compagnie d'assurance qui se porte très bien. Mais comment expliquer que d'un côté, elle fasse des profits exceptionnels, qu'elle rémunère très bien ses dirigeants, et de l'autre côté, ces assurés ne reçoivent de moins en moins de soins parce que ce qui se passe, c'est quoi? On a un tiers des rejets de demandes de remboursement. 2, on a des procédures chaque fois qui changent, qui sont plus allongées. On demande des autorisations préalables. Parfois, on dit qu'on n'administre plus, on ne couvre plus tel ou tel soin ou on ne couvre plus tel ou tel remboursement de tel médicament. Donc, tout ça fait que, et c'est ce qui semblerait être arrivé à Luigi Mangione, ce jeune ingénieur de 26 ans qui disait souffrir énormément de douleurs au dos et qui avait vu ses demandes multiples de prise en charge adressées à United Healthcare refusées. Et c'est ce qui aurait, semble-t-il, poussé ce dernier à assassiner Brian Thompson, le PDG de la compagnie, puisqu'on a retrouvé sur les lieux du meurtre des douilles sur lesquelles il y avait notamment noté le mot refus et déni. Donc pour lui, il estimait que United Healthcare ou son PDG refusait en réalité d'aider ou de prendre en charge comme il se doit ses assurés. Et ce drame-là est d'autant plus grave qu'il faut savoir que aujourd'hui, l'Obamacare, qui était présenté comme une véritable réussite, même l'Obamacare n'a pas su inverser, si tu veux, la domination des compagnies d'assurance privées sur le marché de la santé aux États-Unis. Il faut savoir, comme je l'ai dit, que les fonds qui remboursent l'Obamacare sont en réalité financés à la fois, sont sous le couvert de compagnies d'assurance privées. Ce sont ces compagnies d'assurance privées, en fait, qui gèrent l'Obamacare et en échange, elles perçoivent des remboursements de financement, de cotisation de la part de l'État fédéral. Et justement, c'est assez intéressant puisque en 2022, on avait des assurés d'United Healthcare avaient saisi la justice américaine
pour demander à ce que cette compagnie d'assurance rembourse son trop perçu. C'est-à-dire que entre les offres de soins qu'elle remboursait aux assurés et le montant des subventions fédérales qu'elle avait reçues dans le cadre de l'Obamacare, il y avait un gap. Et ce gap-là, logiquement, United Healthcare aurait dû les renvoyer dans les caisses de l'État fédéral, mais elle a refusé. Elle avait été poursuivie en justice et elle avait obtenu gain de cause et elle avait mis ce trop perçu-là dans ses propres caisses. Alors que dans le même temps, le nombre d'assurés qui voient leur demande de remboursement refusée, les demandes d'examen ou de soins médicaux refusées, le nombre d'assurés qui voient des obstructions dans les procédures, qui voient des espèces où on a des algorithmes qui décident à la place de personnes si tel ou tel soin peut être administré. Et dans le même temps, on voit que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, qui se fait énormément d'argent parce que les entreprises cotées en bourse ont une obligation, c'est de publier les chiffres de leurs résultats. Et lorsqu'on voit les résultats de United Healthcare, on voit que c'est une compagnie d'assurance qui se porte très bien financièrement. Or, de l'autre côté, on voit que c'est l'une des compagnies les plus dures et les plus détestées par les Américains du fait de ces mauvaises pratiques qui empêchent à des Américains de bénéficier d'offres de soins. Et ça a un impact général sur la politique de santé aux États-Unis. Il faut savoir que le système de santé américain est le plus coûteux au monde. Rien que pour l'année 2023, il y a plus de 400 milliards de dollars qui ont été dépensés dans le cadre de ces soins-là. Or, les Américains, lorsqu'on voit le classement mondial de ceux qui bénéficient des meilleurs systèmes de santé, les États-Unis sont en 42e position, alors qu'ils ont le système de santé le plus onéreux du monde. Donc, on voit véritablement qu'il y a un vrai problème aux États-Unis et l'assassinat de Brian Thompson a, semble-t-il, mis véritablement au grand jour tous ces dysfonctionnements dont des millions et des millions d'Américains semblent s'être lassés et pour lesquels certains basculent même dans une forme de violence extrême, en l'occurrence avec Luigi Mangione. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que l'arrivée de Donald Trump ne va pas arranger les choses globalement. Pourquoi ? Parce que Donald Trump, on le sait, il est pour plus de libéralisme, moins de réglementation et donc il est clair que dans sa vision, il est hors de question qu'on puisse réformer en faveur des assurés le système américain parce que lui il a cette vision que l'Amérique étant individualiste, chacun doit se débrouiller pour pouvoir s'offrir les soins de santé pour s'offrir les soins de santé en fonction de ses capacités financières. Et donc, par conséquent, il est hors de question que l'État fédéral vienne se mêler au fonctionnement du marché de la santé. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit déjà aussi cette espèce de déferlement de soutien à l'endroit de Luigi Mangione, même si la plupart des sénateurs, députés, hommes politiques condamnent, grosso modo, condamnent unanimement cet assassinat. Ils estiment que, quelles qu'en soient les circonstances, on ne doit pas valoriser un acte meurtrier, mais cependant, il faut bien reconnaître que les Américains expriment à travers l'acte de Luigi Mangione tout le ras-le-bol qu'ils ressentent, toute cette frustration du simple fait qu'ils n'ont pas accès à un droit qui est universel. Le droit à se soigner, c'est un droit fondamental. Or, pour un pays dit démocratique, qui est un état de droit, qui est censé faire la promotion et la défense des droits universels, le droit à la santé ne semble absolument pas encore une priorité dans ce pays. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.